Bonjour à tous. Alors, c'est la fin de la journée et je m'installe confortablement pour partager avec vous un instant de lecture. Nous sommes le 20 et j'ai du mal avec l'espace-temps. Le 21 octobre 2020 et j'ai retrouvé au fond de ma bibliothèque un livre qui m'avait passionné et qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. C'est le livre de Yaël Didier. Alors il y en a quelques-uns et quelques-unes qui se souviendront de cette célèbre voyante, n'est-ce pas? Yaël Didier qui avait écrit ce livre, Les grandes voyances de l'histoire. J'y tiens beaucoup car c'était ma belle-mère qui m'avait offert ce livre. Voilà, il a été édité en 1993. Je vais vous lire la quatrième de couverture et puis je ne sais pas si je vous lis la préface ou le petit mot de Yaël Didier. On va plutôt lire l'introduction. Bon, on va voir comment on fait. Alors, la voyance peut-elle élucider les grandes énigmes de l'histoire? La réponse s'appelle Yaël Didier. Scellé sous enveloppe une photo de Marilyn Monroe, un portrait de Mozart, de Nostradamus ou du pharaon Akhenaton, soumettez-les à la plus célèbre voyance de France. Un extraordinaire monologue s'engage dans le temps, au terme duquel Yaël Didier découvre le personnage Dracula, Shakespeare, Louis XVII ou Marilyn. Mieux encore, elle déchiffre le secret de leur vie et de leurs œuvres, résout l'énigme de leur naissance, de leur mort ou de leur légende. Qui était en réalité Jeanne d'Arc? Les amants de Mayerling se sont-ils suicidés ou ont-ils été assassinés? Où est la dépouille de Mozart? Qui était Jack l'Éventreur? Grâce au don divinatoire de Yaël Didier, 20 des plus grandes énigmes de l'histoire sont ici éclaircies. Dans ce document exceptionnel qui ravira autant les amoureux du mystère que ceux de la vérité. Donc voilà, alors il y a, je vous explique quand même, une jolie préface de Michel de Grèce, l'écrivain Michel de Grèce. Et je vais vous lire l'introduction. Où les historiens s'arrêtent, ne sachant plus rien, les poètes apparaissent et devinent. Ils voient encore quand les historiens ne voient plus. C'est l'imagination des poètes qui perce l'épaisseur de la tapisserie historique ou la retourne pour regarder ce qui est derrière. Barbey d'Aurevilly. Mon métier est d'aider mes semblables à percer le mystère de leur vie passée et future. Exercice passionnant et difficile. Redoutable responsabilité. Au point que parfois, devant l'attente anxieuse de celles et ceux qui me consultent, j'éprouve le besoin de me ressourcer dans le jardin secret de mon art. À côté du monde des vivants, ployant sous les problèmes, aux horizons parfois limités, le vivier de l'histoire offre le registre infini des grands destins du passé. Ces existences flamboyantes ou tragiques dont nos contemporains ont perdu le secret. De ces morts, inscrits au panthéon de l'humanité, je ne risque pas, par définition, d'influencer le destin. Avec eux, ma liberté de voir et de dire est entière. Et ces moments passés, en si illustre compagnie, sont comme une récréation de l'âme, un plaisir sans mélange, où la pratique divinatoire trouve sa quintessence. Ici, l'histoire, avant moi, a tranché, et le destin prononcé son verdict. L'imaginaire ici n'a nulle part, l'avenir n'existe pas. Quand on me soumet souplicé le portrait de quelques personnages des temps jadis, je vois juste ou je vois faux. Je dis vrai
ou je m'égare. Mes dires sont soumis à une preuve qui de longtemps les précède, à des faits attestés qui les vérifient ou les démentent. Ces voyances, dont le plaisir est fort comme un parfum, se parent d'un risque sans appel qui redouble mon excitation, augmente mon angoisse, aiguise mes sens et mes antennes, me trouble plus que toute chose. Et puis, face à l'enveloppe muette, au défi du mystère, je me jette à la recherche du temps. Cela commence par une première timide image. Elle en entraîne d'autres, sœurs jumelles ou cousines lointaines, et leur ronde se forme et ne me lâche plus. C'est comme une marée. L'onde monte et reflue. Je repasse par des mots déjà dits, des portes déjà ouvertes, je traverse des miroirs tels Alice au pays des merveilles. Et mon esprit, oserais-je dire, mon âme, se dilate dans l'espace et le temps, ensemble revisités. Le contact se fait, le rendez-vous se dessine, auquel le personnage convié par mes amis à jouer avec moi ce duo de l'ombre et de la lumière s'invite peu à peu. Il sort des limbes, vient à ma rencontre, s'efface, revient, s'enhardit devant mes approches et finit intrigué, peut-être séduit, par m'accorder sa confiance et parfois son amitié. Certain que nul n'était venu solliciter outre-tombe depuis tant de lustres, s'accroche à moi comme à une chance inespérée de revivre dans nos ingrates mémoires ces oublieuses. Ils ne demandent qu'à me confier leur vrai destin, qu'à me dire combien l'existence fut dure et injuste avec eux, et l'histoire encore plus avec leurs souvenirs. À travers les fils que patiemment je tisse, apparaissent sur la toile une ombre, une silhouette, une époque, un événement, un drame. Des vies s'agitent ou complotent alentour, des voix dictent un ordre, parlent d'un amour, affirment un fait, confirment une vérité, ouvrent une piste, agréent une hypothèse à moi, ou protestent contre la machination de la postérité et l'image camisole qui leur colle à la peau. Ces malheureux, ces oubliés, ces rebelles, ces incompris, ces mal-aimés finissent très vite par m'envahir, me squatter sans façon. Revivant leur propre histoire, ils m'offrent preuve sur preuve de la limpidité de leur cœur, de la véracité de leurs dires, ou m'indiquent, faute d'archives, dans l'au-delà, où les trouver sur terre. Emporté par l'élan, redoublant la seconde où je découvrirai qui ils sont et les abandonnerai de nouveau au passé. Ils avouent ce qu'ils n'avaient jamais confié ou pu dire de leur vivant, règlent enfin leur compte, dénoncent les coupables, les imposteurs, les faux amis, rêvent de leurs amours mortes. D'intruse, je deviens sésame, de voyeuse, je deviens complice. Oh, nous ne sommes pas dupes, eux et moi. Je les découvre, ils m'utilisent. Je les viole, ils me vampirisent. Le jeu est égal, la partie ouverte. Quelquefois, ils en ont tant sur le cœur que leur tristesse, leur désespoir se déversent en moi, me prennent à mon tour et que ma tête chavire. Un sanglot monte, les larmes me viennent aux yeux, un rire irrépressible m'empêche de parler. Il est inutile de résister, je suis traversée, balayée par une violente spirale qui, s'évanouissant aussi vite qu'elle est venue, me laisse hébétée mais aussi éblouie. Merci à ces visiteurs d'un soir qui m'ont fait la grâce de leur passage. Ils ne m'ont pas tout dit, je n'ai pas tout vu. Une vie, un destin n'épuise jamais l'énigme qu'ils nous lèguent. Ils gardent une dernière part de leur mystère,
comme pour nous donner demain un jour envie, qui sait, d'y retourner. Révélation faite, énigme percée, le duo s'achève. Mes visiteurs, visités, regagnent à regret, soulagés, leur demeure dans l'histoire. Je renoue avec l'instant présent. Je remercie les visages amis qui m'ont accompagné et veillé dans ma balade outre-temps. Ce jeu, car ce doit être un jeu et non une folie, une dérive mentale ou une incantation mystique, est soumis toutefois à des règles strictes et borné à des territoires implicites. Il y a d'abord le respect, dû à la mémoire des morts et à la paix des âmes. Il y a ensuite le pardon de l'histoire et le baume du temps. Et puis surtout, il y a la part du sacré, tant la part des hommes n'est pas la part des dieux. Avec les hommes et les femmes, la partie est égale. Je les cherche, je les trouve ou les manque, les découvre, les éclaire ou m'aveugle. Quand j'aborde en revanche aux portes du temple où sont les dieux, dans les lieux où ils ont élu demeure et où les hommes ont bâti l'autel de leur invisible présence, quand j'approche de ces lieux qui n'appartiennent qu'au vrai maître du monde, si l'audace me vient, ou l'inconscience de me mesurer aux chiffres secrets de la parole divine, à l'ordre de la loi et de la volonté divine, alors tout de suite résonne en moi l'interdit. Révéler les secrets du corps humain, résoudre les énigmes du passé les mieux scellées, tel est l'art à la charge du voyant. Mais qui serait assez présomptueux ou fou pour entreprendre, fort de son don, d'explorer le principe du divin, le paierait bientôt d'une déraison sans retour. Restons-en donc aux affaires humaines et pénétrons ces grands, ces étonnants destins qui fleurissent dans l'histoire, que mes lecteurs prennent ces voyances vagabondes pour des rêves éveillés dans le labyrinthe de la vérité, et que les historiens me pardonnent ces errances de leur science à laquelle humblement j'espère ici avoir apporté mes étranges lumières. Yagel Didier. Alors je vais vous dire les titres des histoires. Et puis à la fin du livre, donc je vais vous lire une histoire, hein, bien entendu, ne partez pas, ne partez pas. Il y a un commentaire à la fin du livre. La concordance des vues de Yagel Didier avec la froide vérité est troublante. La commission Warren, qui enquêta sur le meurtre de Kennedy, conclut à l'assassinat par un homme seul. Ces conclusions furent vivement contestées. Une nouvelle enquête fut lancée. Des livres fleurirent qui tous soulevaient l'hypothèse du complot que retient ici Yagel Didier. Mafia, CIA, la thèse est évidemment tentante et peut être considérée comme crédible, tant que des documents n'auront pas établi de façon indiscutable que Lee Oswald a agi seul. Donc voilà, je vous ai lu les préfaces. Donc, dans ce livre, il y a l'histoire de Lucie, notre première ancêtre. Donc, je vous montre, hein, c'est écrit à la fin. Je vous montre quand même le livre. Alors peut-être que vous arriverez à le trouver, peut-être en format poche, je ne sais pas s'il a été réédité. Voilà, c'est une très grande voyante. Hein. Yagel Didier, médium voyante, on peut dire ça carrément. Il y a l'arche de Noé, Akhenaton, le pharaon hérétique, j'ai adoré cette histoire. L'Apocalypse de Saint Jean, Jeanne d'Arc, le comte Dracula, Christophe Colomb, le David de Michel-Ange, un portrait de William Shakespeare, Nostradamus, la disparition de Mozart, le vrai Louis XVII, qui était Gaspard Hauser, le mystère de la mort de Louis II de Bavière, le secret de Mayerling, l'identification de Jack l'Éventreur, l'affaire Anastasia
Hitler, Sigmund Freud, Marilyn Monroe, la star assassinée, et John Kennedy. Alors, ce que je vais faire devant vous, je vous lirai plusieurs histoires de ce livre qui m'a passionnée. Vous imaginez, dans les années 90, c'était un best-seller. Je pense que je lirai vos commentaires pour ceux qui l'ont lu et ceux qui aimeraient le lire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les yeux et je vais ouvrir une histoire au hasard. On fait comme avec les enfants quand c'est la dispute pour leur lire un conte et que voilà, on n'est pas d'accord, alors on dit qu'on prend le livre et qu'on l'ouvre au hasard. Voilà, je le fais devant vous. Ah, alors, ce sera le mystère de la mort de Louis II. Alors, vous avez remarqué que j'ai marqué un temps d'arrêt parce que justement, là, c'est marqué Louis XVII. Il y a eu une erreur d'imprimerie. Et là, c'est Louis II. Allez, c'est parti pour une jolie histoire. Un instant de lecture. Hein. Nous sommes presque le soir. Il est 18h. Moi, j'ai fini ma journée de travail, mais je vais commencer ma journée de maman après, hein, comme beaucoup d'entre nous. Alors, une enveloppe de Louis II est soumise à Yaël Didier, sous enveloppe scellée. Yaël Didier, c'est un homme. Je ne sais pas ce qu'il a fait politiquement, mais il a pu faire des choses. Il a entrepris une œuvre. Il n'était pas si idiot que cela. Il est très très fort. Il aurait pu faire des choses extraordinaires. Il avait confiance en très peu de gens. Une ou deux personnes dans son entourage uniquement avaient sa confiance. Oui, il était impuissant, même s'il avait des aventures. Il était très bizarre. S'il avait des aventures, c'était plus dans sa tête. Cela relevait plus du fantasme que de la réalité. Son imagination enfiévrée frisait la mégalomanie. Mais même pas, c'était plus beau. C'était un véritable idéaliste, vivant ses amours vraiment, les mettant sur un piédestal. C'était vraiment la beauté pour la beauté, dans un esthétisme aussi bien physique qu'intellectuel. Il y avait chez lui une forme d'impuissance. Il s'essayait à des aventures, mais cela ne marchait pas. Ces aventures ont été beaucoup plus platoniques que sexuelles. Je vois ce côté enfiévré, passionné. Il a eu une aventure avec un musicien, mais c'était dans sa tête, pas autrement. Wagner, peut-être. Il a vécu quelque chose de décisif à l'âge de 7 ans, entre 7 ans et 9 ans. C'est à cet âge que Louis II, alors il y a une petite parenthèse qui explique que c'est à cet âge que Louis II est profondément bouleversé par le départ de sa gouvernante qu'il adore et qui sera remplacée par le comte Théodore Basselet de la Rosée. On ferme la parenthèse. On reprend la guidance, la médiumnité de Yaël Didier. Très tôt, il y a eu de petites histoires amoureuses homosexuelles. Jeune, très jeune, il était vraiment à la recherche. C'était beaucoup plus vécu au niveau de la tête qu'autrement, ce qui le poussait à des excès. À la base, une sorte d'impossibilité par impuissance, non par principes moraux, lui faisait faire toutes ces folies. C'est cela le cœur du problème. C'est là où il est pathétique. Il a une bouche insensée. Je suis devant sa mort. Il est mort la nuit. Ou au petit matin. Il fait nuit noire. Il n'était pas dans l'eau quand même. Je vois de l'eau glacée. On l'a retrouvé noyé? Je vois un homme noyé. Je le vois glisser. Je n'ai pas l'impression que ce soit un suicide. C'est presque un accident. Je vois quelqu'un dans un état second, comme il l'était certainement de plus en plus, les derniers temps, très exalté, dans un état particulier. Je vois de l'eau, je le vois tomber et glisser, mais je ne le vois pas se jetant à l'eau. Il glisse, il tombe, il suffoque, il se noie. C'est un accident, pas un suicide ni un assassinat.
Avant de mourir, il préparait des choses. Il était terriblement épié et il savait. Je dirais presque qu'on n'a rien fait pour le sauver. Dans son entourage immédiat, on n'avait qu'une envie, qu'il disparaisse. Lorsqu'il est tombé à l'eau, il a appelé, mais nul n'est venu le secourir. Je le vois tomber dans l'eau, je le vois suffoquer, je le vois se débattre et je le vois flotter tout d'un coup. Il étouffe et il meurt. Cela a duré très longtemps. Il a essayé d'appeler, mais l'a-t-on entendu? Je vois bien la scène. Il s'est noyé, mais insensiblement. Il est sur le rebord de l'eau. Il tombe, il marche, il tombe. Il s'est donné un coup en tombant, s'est cogné. Je le vois couvert de bleu, d'échymose. Je ne voudrais pas affabuler. On reviendra sur la question. Je ne suis pas sûre, mais j'ai l'impression qu'il reçoit un coup sur la tête. Il est complètement fou et impuissant. Je le répète, je le vois tomber à l'eau. Il s'est cogné contre les rebords. Il est à moitié assommé. Celui-là aussi, il fallait qu'il meure. Il gênait les gens. Lui aussi, on a entretenu sa folie. Mais il était quand même particulier. C'est Louis II de Bavière, n'est-ce pas? Je le vois fou et impuissant. Mais il n'a pas pensé un instant, je vais me suicider. Il est tombé par accident. Je le vois flotter dans l'eau. Il fait très froid. Un foulard lui serre le cou. Je vois une cape, une tenue extravagante. Et je ne sais pas pourquoi un foulard lui serre le cou. Est-ce qu'il vivait à ce moment-là un amour impossible avec quelqu'un de très jeune, de jeune? Ma vision est très nette. Je le vois marcher au bord de l'eau. Il fait nuit, il part se promener. Des ombres le suivent. Je ne dirais pas qu'on l'a poussé, mais qu'on ne lui a pas porté secours. Il a crié, il a appelé et on l'a laissé mourir. On n'est pas venu à son aide. Je le vois affolé, appelant. Ce n'est pas un suicide. Je le vois recevant un coup comme si la tête avait cogné quelque part. On avait peut-être l'intention de le tuer, mais on n'a pas eu besoin de le faire. Je le vois tout seul dans sa promenade, mais je vois des ombres derrière lui. Cet accident, on aurait tout à fait pu le provoquer, mais le destin est là qui apporte la solution. Il y a des témoins. Je vois une personne dans l'ombre complètement. Je vois une personne, peut-être deux, mais surtout une qui avance dans l'ombre, qui attend. Il était très surveillé. Lorsque Louis II est sorti du château pour la promenade, il n'était pas seul. Quelqu'un l'accompagne, qui n'était pas du tout dans l'ombre. Son médecin aliéniste, considéré comme son garde-chiourne, ne le lâchait pas d'une semelle, le docteur von Guden. Yagel Didier reprend. La personne que je vois dans l'ombre n'est pas partie en promenade avec lui. Le médecin, je ne le vois pas. Je vois la personne dans l'ombre, mais pas le médecin. Je le vois tomber dans l'eau, il est tout seul. On a soutenu que Louis II aurait étranglé le docteur von Guden. Yagel Didier reprend. Il ne l'a pas étranglé, il n'était pas méchant, il était fou, mais ce n'était pas un violent, ce n'était pas un accès de folie. On montre à Yagel Didier une photo du médecin von Guden. Le médecin a dû partir en avant. L'autre, Louis II, a dû le suivre à quelques mètres. Il tombe, on ne lui porte pas secours. Je vous le répète, cette personne dans l'ombre est fondamentale. Elle est un des nœuds de l'affaire. Petit tiret. Ce pourrait être le médecin qui ne lui a pas porté secours. Yagel Didier reprend. Ce n'est pas le médecin, mais cet autre qui est dans l'ombre. Ce fameux médecin, je ne le vois pas. On a tué le médecin pour faire croire au suicide, pour supprimer un témoin des appels du roi. Louis II était surveillé dans une espèce de maison de fous par des gens en permanence avec lui qui avaient peut-être déjà l'idée de le faire disparaître. Il marche, il est seul, il glisse, il tombe dans l'eau. Il appelle au secours, il crie, on ne lui porte pas secours. Le médecin qui s'était écarté entendant le bruit revient sur ses pas. Il est tué.
toujours la fameuse personne dans l'ombre qui attendait qui épiait. Petit tiret. Êtes-vous certaine, Yagel, que Louis II n'a pas tué le médecin dans un accès de désespoir? Yagel Didier répond. Non, 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 non. Il aimait son médecin. Il l'aimait parce que le médecin l'aimait et s'était attaché à lui. A-t-on dit qu'il était attaché à son médecin, qu'il l'aimait bien, mais il était fou? Il gênait certains membres de sa famille. Vous savez, tant que quelqu'un n'est pas mort, il gêne, même s'il est fou. D'ailleurs, il était fou, mais peut-être pas si fou, et il aurait pu revenir sur le trône. Y avait-il dans sa famille un beau-frère ou un cousin? Entre parenthèses, explication, le prince régent Louis de Paul, son oncle. Fermez la parenthèse. C'est lié à cela. Je vois quelqu'un de la famille qui avait intérêt à ce qu'il disparaisse. Il restait en effet dangereux parce qu'il avait des moments de lucidité. Il n'était pas si fou que cela. Il parlait, il disait certaines choses qui revenaient aux oreilles des autres, qui se sont alarmés, il devient dangereux, il vaut mieux qu'il soit plus là, qu'on l'élimine, blablabla, blablabla. L'intention de l'assassinat, le complot viennent du cousin. On a dû lui dire « Attention, Louis II, parle de s'enfuir. Il devient dangereux, donc il faut. » Mais le malheureux a devancé le destin. Le médecin s'est attaché à lui. Reniant son rôle de garde-chioune au départ, ils discutaient beaucoup, tous deux. Louis II traversait des moments où il paraissait vraiment fou, et d'autres où il montrait une grande lucidité. Il pensait reprendre son trône, revenir au pouvoir, et il en parlait, cela se savait. Bref, on s'est dit, il devient gênant. Le médecin était au courant de ce complot. Je vois le médecin assassiné, mais pas par Louis II. Il a assisté à la noyade, mais a été neutralisé. Je vois Louis II disant « Je viendrai un mercredi ou un vendredi ». Il dit « Un vendredi ». Il dit « On en a souvent parlé de moi et de la lune, n'est-ce pas? Je ne vais pas faillir à la légende et je reviendrai lorsque la lune sera à son plein. » Il ne dit pas lorsque la lune sera pleine, mais lorsque la lune sera à son plein. Curieuse tournure, que d'étranges choses vais-je vous révéler. Moi que l'on a cru fou et homme léger, par devant, je me suis trouvé pris entre deux feux, et à ce moment-là, je ne pouvais plus bouger. L'on ne m'a point relevé, malgré ma main qui se tendait. C'est comme s'il disait qu'il avait bien regardé l'homme dans les deux yeux, et il parle des deux yeux de l'assassin. J'ai la vision de quelqu'un qui tombe dans l'eau, qui reçoit un coup sur la tête, voit quelqu'un, appelle au secours, et ce quelqu'un ne fait rien pour le sauver. Je vois ses grands yeux, c'est la pleine lune. Le médecin arrive en courant, on lui donne des coups sur la tête ou on l'étrangle, je ne sais pas trop. Et j'ai entendu longtemps son cri dans mes oreilles. Il n'est pas mort tout de suite, car il dit que longtemps il a entendu les cris du médecin. Il faisait froid ce soir-là, et l'on ne m'a point aidé à m'en relever. Il ne dit pas à me relever, mais à m'en relever. Il dit « On m'a assassiné, comme ma cousine Sissi. 3 pays complotaient contre mon royaume. La Prusse, l'Autriche et les duchés qui entouraient la Bavière. » Il dit « Je n'étais point maltraité, mais cela restait néanmoins une vraie prison. Et combien de fois l'on m'a empêché de sortir. Il demande si nous avons parlé de ses problèmes de ventre, de dysenterie. Il était gros à la fin de sa vie. Je le vois très gros, très boursouflé, plutôt hydropique. Petite parenthèse, Louis II était effectivement gros et ses dents étaient gâtées. Peut-être était-il hydropique. Et il dit, l'on me donnait des brouets infâmes. Il dit qu'à la fin, il avalait n'importe quoi. Il mangeait n'importe quoi, car j'étais déjà bien affaibli, dit-il. Ma mère m'a tellement manqué. Elle ne s'est pas occupée de moi, car confite en dévotion. Petite parenthèse. Sa mère, la reine Marie, l'était.
Fermez la parenthèse. Il a l'air de dire qu'on lui a préféré un autre enfant. Elle lui a préféré un autre enfant. Petite parenthèse. Son frère unique, Othon. Fermez la parenthèse. Car on pensait, à ma naissance, que j'étais difforme. Il a l'air de dire que sa naissance, on l'a attendue longtemps, qu'elle traînait, et que sa mère avait été fort malade. Elle le rejetait tant à sa naissance, que sa naissance avait été une épreuve. Il dit « J'aimais tellement la musique, tellement, je ne vivais que pour elle. » J'entends, on ne m'a pas assassiné, mais on m'a laissé mourir, ce qui revient au même. Et mon médecin en savait trop pour qu'on le laisse en vie. Le médecin portait-il un monocle ou un pince-nez? Dans ma vision, il avait un verre sur les yeux. Avait-il un F dans son prénom? Il y avait un F, entre autres, et un A. Le médecin dit « Cela s'est passé vers 9 heures du soir. Mon invité, Louis II, n'était pas un personnage agité, mais quelqu'un de très calme, avec lequel nous avions de longues conversations. Il savait pertinemment ce qu'il attendait. Il connaissait les raisons de son problème. C'était quelqu'un de très intelligent, très lucide, totalement lucide sur lui-même. Le médecin dit « N'oubliez pas et dites-le qu'il prévoyait son destin tragique. Il savait qu'il mourrait, par intuition, non par déduction. Je me suis attachée à lui, car il avait la douceur et par moments la violence d'un enfant, que seuls les enfants peuvent avoir en alternance. N'oubliez pas et n'omettez pas de dire que c'était un esprit brillant, doué de beaucoup d'humour et d'esprit. Je l'aimais comme un fils. On m'a empêché de le sauver. J'avais d'ailleurs écrit un rapport qui a été supprimé, car je me savais surveiller de près moi aussi. Vous dirais-je que j'avais mis, sans le savoir, le loup dans la bergerie, et introduit dans mon hôpital des gens qui étaient là pour m'épier et les pieds. Ceci est très important. Mon témoignage est très important. On m'a étranglé. Ce ne sont pas les mains blanches de mon prince qui l'ont fait. Quelqu'un a été payé pour cela. Le médecin continue de parler de Louis II. Je fais une petite pause avec vous. Donc ça veut dire qu'en fait, Yaguel, quand on lui a remis l'enveloppe scellée, elle ne l'a pas ouverte au moment où je lis l'histoire, ça veut dire qu'elle a canalisé quand même 2 esprits. D'accord? Elle a canalisé donc le roi et le prétendant au trône et le médecin. Pour que vous compreniez bien, parce que c'est pas toujours évident. Il avait une mémoire extraordinaire. Donc le médecin continue de parler de Louis II. Il avait une mémoire extraordinaire. Il aurait pu faire un très bon prince s'il avait pu continuer. Malgré ses fantasmes et ses folies, l'histoire a-t-elle dit qu'il aimait particulièrement les sucreries. Il aimait tellement les sucreries. Et que de bagues ne portait-il pas? Que de bagues! C'était un homme qui soignait extrêmement ses pieds. Il adorait qu'on lui fasse les pieds, qu'on les lui masse. Et je le vois à ce moment-là, sa tête en arrière dans une grande béatitude. Le médecin dit que sa mère, entre parenthèses, la reine Marie de Bavière, fermez la parenthèse, l'a aimé, puis rejeté. Il en a beaucoup souffert. C'est le médecin qui parle toujours. Il adorait les animaux. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche, mais il chassait. A-t-on dit qu'il était myope, qu'il voyait très mal? Il avait une tendance à la myopie. Que de nuits suis-je restée auprès de lui pour l'écouter parler? Que ne m'a-t-il pas confié? C'est pour cela que je me suis attachée à lui. Révisant mon jugement, revenant sur une première impression sur ce que j'avais cru au départ. Attachement qui nous a été fatal. J'ai été imprudent. En parlant de cet attachement, je n'ai pas eu le temps de me débattre. C'était dans l'ombre. Je n'ai même pas vu son visage. Je sens très bien la scène. Je suis sûre que cela s'est passé ainsi. Il dit « Je n'ai pas pu voir le visage de l'assassin. Cela s'est passé dans l'ombre, brusquement, et la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on m'a traîné sous un arbre. » Yaguel Didier parle avec beaucoup de fermeté dans la voix.
Le roi est mort avant lui. Avant le médecin. Il est tombé, on l'a peut-être poussé. Je n'arrive pas à voir, mais il est tombé et on ne l'a pas secouru. Il a crié, je vois des coups. On ne l'a pas secouru. Il a eu un malaise, il était drogué. Peut-être le droguait-on. Le médecin dit, il abusait de certains médicaments. Je le laissais faire parce qu'il convenait lui-même que c'était néfaste pour sa santé. Mais il avait du mal à s'en détacher. Il y avait un tel refuge. Et dans ces moments-là, il partait dans un délire verbal. Rien ne pouvait l'arrêter. La vraie folie commençait alors. Il fallait qu'il prenne de petites drogues. À jeun, il était en revanche parfaitement normal comme vous et moi. Le médecin continue. Cette nuit-là, je suis partie devant lui pour le laisser seul, perdu dans une profonde mélancolie et une profonde méditation intérieure. Je sentais qu'il n'avait nul besoin de ma présence. Depuis 2, 3 nuits, m'avait-il dit, je ne dors point. Des cauchemars m'assaillent. Je rêve que des chats me griffent. Je revois souvent le visage de ma mère. Mais dans mon rêve, elle devient animale. Elle me donne le sein, mais en fait, c'est un animal. Je vois des poils, c'est affreux, et je me réveille en hurlant. Je l'avais déjà rêvé la veille. Je hais ce cauchemar. Il avait été si déprimé la nuit précédente que je n'ai pas voulu l'importuner, et je me suis tenue à plusieurs pas devant lui pour le laisser en paix. Tout s'est déroulé très vite. Un choc, un bruit, un corps qui tombe dans l'eau, un cri, et plus rien. Je reviens sur mes pas en courant, on m'arrête. On met une main sur ma bouche et on serre mon cou. Le médecin poursuit. Je n'ai pas vu le visage de mon agresseur. Et j'ai su à ce moment-là que pour mon ami, c'était fini. Car il était devenu mon ami. Il aimait s'épancher. Il caressait l'idée de reprendre son trône, tout en la rejetant en même temps. Dans ces moments-là, il divaguait, perdait la notion des choses. Je ne pouvais que l'écouter, lui apporter toute l'affection possible. Et voilà, c'en était terminé de mon ami. L'histoire a tranché. Mon courroux ne servait plus à rien. J'étais là impuissant. Mais un jour l'histoire me rendra justice, car certaines personnes ont su la vérité et l'ont colportée. Cela n'a jamais été officiellement écrit, et c'est uniquement une histoire transmise de bouche à oreille. Renseignez-vous bien, cherchez et on vous dira. Vous retrouverez quelques bribes de vérité. Certaines personnes, à la suite d'un oui-dire, l'ont consigné par écrit. Homme pragmatique, je n'ai jamais obéi aux signes du destin. Si j'avais été plus vigilant, si j'avais su écouter mon ami, si j'avais prêté une oreille attentive aux rêves de mon ami, aurais-je pu prévoir? Non, le cours de l'histoire est ce qu'il est. Qui était sous toute cette affaire? Yaguel Didier. Le médecin dit « Un sous-ordre payé à cette fin ». Mais qui a payé le sous-ordre? Pourquoi voulait-on que Louis II meure? Yaguel Didier. Il dit « Raison politique, raison d'État, cherché à la tête du gouvernement d'alors ». Entre parenthèses, le prince régent Louis-Paul, et puis « Ma famille si bien conseillée ». Qui parla? Yaguel Didier. Louis II, ma famille si bien conseillée par un ministre tout-puissant devant lequel elle s'inclinait. Entre parenthèses, le premier ministre, Freiherr von Lutz, fermez la parenthèse. Vivant, je devenais gênant. Je reparlais et on le savait en haut lieu, de reprendre mon trône. Des intérêts trop grands étaient en jeu, c'était si facile de me faire passer pour fou. Certes, j'avais quelques dispositions pour cela, mais où commence et où s'arrête la folie? Passionné, oui, je l'étais, entêté, obstiné, orgueilleux, volontaire, le goût fou du luxe, l'amour des jeunes garçons est une très belle chose, et le goût des miroirs, car j'aimais y retrouver mon image. À la ligne. Avait-il 2 cousins? Réponse. 2 étaient terribles, dit-il, ceux qui ont touché le trône. Un était terrible, il dit, sans foi ni loi, n'ayant peur de rien. Cela ne leur a pas porté chance, ils ont régné peu de temps. Explication. Un des cousins de Louis II, fils du présent régent, régnera sur la Bavière. Si,
Si, c'était une petite peste, l'esprit très pointu, autoritaire, sachant exactement ce qu'elle voulait, égoïste et entêtée, très personnelle. Mais quel charme, quelle beauté, quel humour, quelle vivacité, quelle tendresse. Que d'égoïsme, que d'égocentrisme. On en a fait une idole, mais elle n'était pas du tout cela. Moi qui la connaissais bien, quel charme. On lui pardonnait tout. Elle avait des yeux rieurs, une bouche gourmande, et surtout, lorsqu'elle riait, elle inclinait la tête en arrière comme cela. Ce n'était qu'un chant qui partait de la gorge comme un rossignol quand elle riait. Pourtant, elle pouvait être piquante et méchante, très pointue. Il ajoute, elle a aimé un autre homme que son mari. Oh, on est dans les secrets des dieux là. Ça devient croustillant. C'était un homme qui portait un uniforme d'officier. Qui est Esther Hazy? Il parle d'Esther Hazy, dit Hegel Didier. Quelqu'un qu'Esther Hazy protégeait dans son propre entourage. Je le vois superbe en costume d'officier, plus jeune qu'elle. Elle était très amoureuse d'un homme plus jeune qu'elle. Un Hongrois? Probablement, parce que j'entends Esther Hazy était près de lui, près de cet homme. Il était comte, elle aimait le provoquer, elle était très provocante. Elle adorait la musique, les robes, les bijoux, les chevaux. Il dit, les gens étaient fous d'elle, elle n'était pas commode, elle savait mener son monde. Que pensait Louis II de son neveu, l'archiduc Rodolphe? Réponse de Hegel Didier. Un faible, un curieux caractère, un incapable, manipulé, dur. Il a l'air de dire qu'il est dur et sans cœur, violent, adorant sa femme mais n'hésitant pas à la rabrouer en public. Il lui faisait des scènes, le climat était orageux, mais elle ne se laissait pas faire. Impitoyable mais très dévouée à son pays, il ajoute. Pas un vrai sens politique, il dit encore. Elle, si, m'écrivait des lettres folles. Elle fait des lignes et des lignes et des lignes et des lignes, décrivant un personnage, un arbre, une situation. Elle adore écrire. Nous jouions en permanence au chat et à la souris. Nous flirtions verbalement et nous nous amusions à rouler tout le monde dans la farine, en riant des autres à gorge déployée. Elle adorait par-dessus tout parler de son père. Elle l'adorait. Elle parlait de sa mère qu'elle craignait. Il dit, son père était complètement extravagant et elle me disait qu'elle aurait aimé pouvoir se mettre encore sur ses genoux, comme lorsqu'elle était petite fille. Elle n'avait qu'une envie, redevenir adolescente. Elle ne voulait pas vieillir, elle voulait rester enfant. Il dit encore, c'était son côté le plus pathétique. Moi non plus, je ne voulais pas vieillir. Nous restions deux enfants, avec les mêmes projets, les mêmes angoisses, les mêmes désespoirs. Louis II s'attendait-il à être détrôné? Réponse de Hegel Didier. Louis II dit, il y avait des bruits de couloir. L'on m'avait bien prévenu que cela risquait d'arriver, mais je n'y ai jamais cru. Je ne pensais pas que ma famille à ce point me trahirait. Qui est P? Avait-il un cousin germain qui s'appelait Paul ou d'un prénom voisin? La réponse, oui, Paul. Hegel Didier, c'est lui, il le dit. Il ne pensait pas que ce cousin allait lui faire cela. Il a agi par goût du pouvoir. Louis II dit, on a beaucoup écrit sur mon histoire avec Wagner, mais tout ceci est resté platonique. Sa musique m'envoûtait. J'étais amoureux de sa musique, mais pas du personnage. C'était vraiment un génie, et je lui en voulais par moments de se laisser aller. Je lui en voulais de se laisser dominer par les femmes, par sa femme. Sa musique faisait trembler mon corps tout entier. J'aurais aimé écrire moi-même ses notes. J'aurais fait n'importe quoi. J'aurais fini par faire n'importe quoi. Mais il n'y a jamais eu d'ambiguïté dans mes sentiments pour lui. C'était un très grand artiste que je voulais aider et révéler au monde. Il dit aussi, mais il m'a trahi. Il m'a laissé tomber. Il m'a lâché. Quel homme prodigieux, quelle bonté en même temps. Mais quel rêveur, c'était un rêveur. Il vivait complètement dans sa musique. Il n'avait aucun sens de la réalité, aucun. Je voulais le porter dans mes bras comme un enfant, Wagner. C'est fou le nombre de miroirs autour de lui et les volutes des objets. C'est ce que voit Hegel Didier dans ses visions.
Louis II dit « En amour, j'ai toujours été déçu. J'ai souvent cru, mais je n'ai jamais reçu en échange ce que j'ai donné. » Louis II s'attendait-il à une mort tragique? Réponse de Yagel Didier. Il dit « Par rapport à mes rêves, je pressentais une tragédie, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait de cette manière. » Il dit « L'histoire a-t-elle retenu que je ne me séparais jamais d'un petit coffre dans lequel je mettais mes lettres? Tout a été brûlé, détruit. À la fin, je n'avais plus la force d'écrire, mais uniquement de parler à ce médecin qui était mon confesseur. Il n'a pas eu le temps de tout rédiger. Fatalement, cela aurait été détruit. Il valait mieux, aux yeux de l'histoire, me faire passer pour fou et m'accuser d'un crime. Et il ajoute « Pauvre mère, ma mère, pauvre femme si frustrée, si malheureuse. Elle est très bigote. Il a l'air de dire qu'elle s'est réfugiée dans la religion. Je ne l'ai pas compris. Je l'ai compris que bien plus tard, parce que j'ai franchi la barrière de l'au-delà. Pauvre femme qui a tant souffert mais qui a voulu rester digne jusqu'au bout. Il dit qu'elle est morte épuisée, chagrinée. C'est tout. Vous savez tout. » Alors, ensuite, pour nous éclairer mieux, bien entendu, j'essaye de ne pas faire des reflets, il y a un commentaire, parce que là, c'est la canalisation, et ensuite, il y a le commentaire. Louis II était bien ce que dit Yagel Didier, bizarre mythomane. Il fabulait, simulait, imaginait. Il avait besoin de s'évader, de se fuir, comme sa cousine Sissi. Sa mégalomanie était naturelle. Il considérait naïvement que tout lui était dû et que tout lui appartenait parce qu'il était roi. Un jour, il avait 10 ans, il ligota les mains et les pieds de son frère, le battit. Et quand son précepteur le réprimanda, il répondit « Othon est aussi mon vassal. Comme tous les Wittelsbach, excusez-moi, j'ai du mal à lire le nom, il était instable, fantasque, provoquant. Avant de vivre ses aventures, il les idéalisait. Un acteur qui l'avait séduit dans un rôle devait continuer à être le personnage qui l'avait séduit. Quant à la fin tragique du roi, la façon dont elle est racontée ici, par Louis II et le docteur von Guden eux-mêmes, elle a tous les accents de la vérité. Le drame se déroula dans la soirée du dimanche 13 juin 1886, au cours d'une promenade sur les bords du lac Starnberg. Auparavant, vers 16h30, le roi prit une forte collation, mangea beaucoup et but. L'orage qui menaçait éclate, il pleut à verse. Dissimulés dans l'ombre, celle des sous-bois, des hommes surveillent Louis II et son médecin. On sait que le prince régent et surtout le ministre von Lutz entretenaient au château de Berg des espions, afin d'être au courant des moindres faits et gestes du souverain déchu. Louis II glisse-t-il sur le terrain détrempé? Se cogne-t-il la tête dans sa chute? On repêchera son corps dans la nuit noyé dans 20 centimètres d'eau glacée. Le docteur von Guden est retrouvé mort lui aussi, mais des traces de strangulation sont visibles sur son cou. Suppression d'un témoin gênant? C'est fort possible si l'on en croit ses propres dires. Éprouvant une réelle affection pour son malade, il aurait pu parler, dévoiler un assassinat camouflé. L'intérêt de la thèse présentée par Yagel Didier réside dans les affirmations suivantes. Louis II s'est bien noyé involontairement au cours de sa promenade à la nuit tombante. La faible quantité d'eau est suffisante pour expliquer une lente agonie, aggravée par la drogue, une blessure sans doute à la tête, le froid de l'eau d'un lac de montagne la nuit, les appels de détresse auxquels il n'est pas répondu. Le docteur von Guden a bien été assassiné, non par Louis II, comme le veut la version officielle, mais par les sbires à la solde du prince régent, pour supprimer le témoin de ce qu'il convient d'appeler une non-assistance à personne en danger. Voilà, donc c'était les pages de 184
à 200, tiens, c'est rigolo, que je vous ai lu. J'espère que vous avez apprécié cet instant de lecture. Donc, alors, dans les titres que je vous ai donnés tout à l'heure, donc ça va être difficile de vous en souvenir. Ah, il y a Christophe Colomb aussi. Donc, je vous lirai plusieurs histoires de ce livre. Finalement, ce sont des histoires de médium. Elle s'est connectée. Donc, ce qui revient à dire qu'il n'y a pas d'âge pour se connecter à une âme. On ne peut pas, nous, médiums, par exemple, affirmer qu'on reste tant de temps de l'autre côté, et puis qu'on va rembobiner, et puis qu'on va... Il y a des milliers de cas de figure, il n'y a pas d'espace-temps de l'autre côté. Donc, c'est tout à fait vrai que quand on est en phase avec sa médiumnité, bon, par exemple, on peut prendre le cas d'Alison Dubois, vous la connaissez tous maintenant. On peut prendre le cas de... Ah, j'ai oublié son nom, hein. C'est une célèbre médium américaine que j'aime beaucoup aussi. C'est des médiums, très très grandes médiums. Donc, si on prend le cas de la médium française Yael Didier, vous voyez bien qu'elle a une enveloppe scellée. Il y a Patricia Daré aussi, hein. Nous en avons des belles médiums tout à fait qui racontent des histoires de connexion avec des entités, des esprits désincarnés, très très anciennes. Moi j'ai souvenir de l'histoire de Patricia Daré, le livre il doit être par là, quelque part, où elle parle de la lumière de l'invisible, et puis j'en ai d'autres là en dessous, vous voyez. L'invisible et la science, où elle parle d'une connexion où elle a quand même eu très très peur. C'était dans la forêt avec un viking. Hein. Je vous laisse libre cours pour les commentaires. Je vous lirai sans doute... écoutez, on va voter. Je vais lire dans vos commentaires. Donc je vous donne les titres. Lucie, notre première ancêtre. Donc vous voyez bien qu'on peut se connecter, hein. On se réincarne dans d'autres mondes, mais voilà. Et si on ne peut pas se connecter à l'esprit lui-même, on aura nos propres guides et d'autres esprits de l'autre côté qui viendront, des esprits très évolués, qui viendront répondre à nos questionnements, hein, vous dire qu'il n'est pas disponible et autres. Mais là, elle était quand même dans une médiumnité très particulière qu'on appelle quand même la rétrocognition. C'est une forme de médiumnité où on plonge dans le passé et voilà, sous enveloppe scellée, hein, je rappelle. Allez, je vous dis les titres. Lucie, l'Arche de Noé, Akhenaton le pharaon hérétique. Je vois d'ici les commentaires. Jeanne d'Arc, le comte Dracula, Christophe Colomb, le David de Michel-Ange, un portrait de William Shakespeare, Nostradamus, la disparition de Mozart, le vrai, là on vient de le faire, on ne va pas le refaire, Louis II, qui était Gaspard Hauser, le mystère de la mort de Louis II de Bavière. Ah non, en fait, il y a le vrai Louis XVII et Louis II de Bavière. On vient de lire Louis II de Bavière, autant pour moi. Le secret de Mayerling, je sais déjà ce que vous allez choisir. L'identification de Jack l'Éventreur, l'affaire Anastasia, Hitler, Sigmund Freud, Marilyn Monroe, la star assassinée, ou John Kennedy. Allez, je vous fais plaisir, on fonce dans les commentaires, vous choisissez et on fera un vote. Et on va bien s'amuser encore, tiens. On va voir ce qui ressort le plus... Voilà, ce que vous choisissez, d'accord? Je garde le livre et puis peut-être que je vous ferai un petit instant de lecture, si ça vous dit, parce que je sais qu'on a des passionnés, de Patricia Daré, et je suis pas sûre que je vous ai fait un instant de lecture des Lumières de l'invisible. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis namasté, à très vite pour une petite pause instant de lecture, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, vous mettez des pouces,
Si vous voulez recevoir des notifications, parce que je fais mes vidéos très aléatoirement en fonction de mon emploi du temps, si vous voulez recevoir des notifications quand je poste une vidéo, il faut vous abonner à la chaîne. Je ne vais pas venir vous chercher, vous envoyer un mail ou vous prévenir, ça serait carrément pas possible. On a passé les 10 000 abonnés, j'ai lancé le jeu avec mon cadeau pour vous. Vous avez été nombreux à participer, vous pouvez continuer de participer. Ça sera à la pleine lune d'octobre, bientôt, à ma nouvelle voyance guidance flash pour novembre, que je vais sélectionner un ou une gagnante. Et vous mettez un pouce, vous likez, vous me mettez vos commentaires, vous choisissez l'histoire que vous préféreriez que je vous mette en petite vidéo. Et puis comme ça, on va bien s'amuser et tout le monde va choisir. Prochaine instant de lecture. Donc je vous ai mis de côté un super paragraphe à Patricia Daré. Bon, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas parce que j'ai tous ces bouquins. Moi, je suis complètement archi fan. Voilà. Sur les handicaps, les avortements, les fausses couches sont-ils programmés? Donc moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle dit. C'est une fabuleuse médium. Et puis, je vous prépare, c'est pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, un très beau livre que ma petite lumineuse m'a déterré tout au fond de ma bibliothèque. Je ne sais pas d'où il sortait celui-là. Les 10 contes des 1001 nuits de Michel Laporte. Voilà. Et je vous lirai l'histoire d'Hassan le Cordier, où il y a une très jolie philosophie, bien entendu. C'est pas très long, un petit peu, hein, faudra prévoir un petit peu de temps. Et si vous êtes sage, je vous lirai 2 histoires. Allez, bye bye. Je vous dis namasté. Je vous souhaite sans aucun doute une très bonne soirée, très lumineuse soirée. Et à très vite pour un autre instant de lecture avec nous, entre nous. Bye bye.